La France ne pèse beaucoup moins que par le passé et je dois dire que la présidence d'Emmanuel Macron n'a fait que décroître l'influence de la France dans le monde. Oui, d'autant qu'on peut parler du sommet de l'OTAN, mais il y a aussi d'autres choses, parce qu'il y a la défense au niveau européen, il y a des grandes discussions. Il y a le problème quand même, on est obligé de parler de la guerre éclair en Iran aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir discuter et couvrir. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee afin de maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une émission toute particulière suite au sommet de l'OTAN qui a accueilli le président Trump, où il s'est passé un certain nombre de choses très importantes. Et pour, on va dire, débriefer de ce sommet, nous avons invité une personne qu'on connaît bien, que nous aimons bien, qui est un ami, le général Gomard, député européen, donc double casquette. Il connaît les affaires militaires, mais c'est aussi un politique, parce qu'à Bruxelles, on parle politique. Donc je pense qu'on va pouvoir comprendre un peu mieux les tenants, les aboutissants de ce qui s'est passé au sommet de l'OTAN. Oui, d'autant qu'on peut parler du sommet de l'OTAN, mais il y a aussi d'autres choses, parce qu'il y a la défense au niveau européen, il y a eu des grandes discussions, et Christophe Gomard a été au cœur de la discussion. Il y a le problème quand même, on est obligé de parler de la guerre éclair en Iran aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir discuter et couvrir. Alors tout d'abord, Christophe, merci. Bonjour. Parce que c'est la 3e fois quand même qu'on se retrouve, ce qui est formidable, pour pouvoir parler un peu de ce qui se passe, parce qu'évidemment, c'est passionnant et on a besoin de gens comme toi pour nous permettre de décoder quand même un peu ce qui se passe et bien le comprendre. Alors, commençons par le début. On a vécu un moment extraordinaire puisqu'il y avait une grande réunion de l'OTAN qui était planifiée avec tout le monde. C'était un grand show où tout le monde devait discuter, dialoguer de plein de choses. Et puis, en définitive, le président Trump arrive. Je résume, mais tu vas nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Il arrive, il dit bonne nouvelle, tout le monde doit payer 5%. Et puis, il attend que tout le monde dise bien entendu, on est d'accord. Il y en a, sauf un, tout le monde dit oui, on est d'accord. Et là, il dit bonsoir, il s'en va. En gros, c'est ça, non? C'est bien résumé. D'abord, personne n'était sûr qu'il vienne, réellement. Ouais, en plus. Jusqu'à la dernière minute, puisqu'au sommet du G7, il était parti très rapidement, sans que personne ne sache vraiment pourquoi, mais on peut imaginer que c'était avant le bombardement des B-2 sur l'Iran. Non, ce que je retiens de ce sommet de l'OTAN, c'est que d'un côté, Trump délaisse les Européens, il les humilie, en quelque sorte, parce que se voir imposer 5% par un pays de l'OTAN, alors que dans le même temps, ce même pays laisse entendre que l'article 5, on peut en discuter, mais que ce n'est pas quelque chose d'évident et de certain. Mais attends, l'article 5, il faut expliquer pour nos auditeurs. Oui, l'article 5, c'est l'obligation pour tous les pays membres de l'OTAN d'aider un autre pays de l'OTAN s'il est attaqué. Absolument. Et à la demande du pays. À la demande, bien sûr. Et la seule fois où cet article 5 a été utilisé, c'est après le 11 septembre. Et là, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont demandé à être aidés. C'est la seule fois où cet article a été utilisé. Donc on voit bien que... Et puis on a le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui lui appelle carrément Donald Trump papa. Oui, c'est ce que tout le monde a dit en riant, mais c'était effarant. C'est effarant, c'est-à-dire que globalement, l'OTAN est vraiment à la main des Américains. Et de mon point de vue, il est temps que l'Europe se dise, mais est-ce qu'un jour, il ne faut pas s'attendre à ce que les Américains ne nous défendent pas le jour où on en aurait besoin? Est-ce qu'on ne doit pas être indépendant? Qu'on fasse partie d'une alliance, oui, mais qu'on soit totalement dépendant, non. Sur la majorité des pays de l'UE, d'ailleurs, beaucoup dépendent militairement des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que leur armement est américain, ils dépendent du bon vouloir américain en réalité, et finalement la France fait un peu figure d'exception dans ce concert des nations européennes, même si Emmanuel Macron, quant à lui, estime que la France paye suffisamment, ce qui est totalement faux quand on regarde bien les chiffres. Le seul, et tu l'as souligné Alain, est le Premier ministre espagnol, Sanchez, Pedro Sanchez, qui dit « Non, moi je ne paierai pas 2%, c'est de la folie ». Quand on regarde bien, les pays européens de l'Union européenne dépensent, quand on additionne leurs dépenses militaires annuelles par an, 326 milliards d'euros.
Le budget de la défense américain, ce que disait Trump l'autre jour, c'est environ 1000 milliards de dollars. Et il estime que l'Europe devrait monter aussi, en total, à 1000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a un gap de 670 milliards d'euros en plus. Donc c'est gigantesque. Le budget de la défense français, c'est environ 46 milliards d'euros par an, 50. On n'est pas aux 2% annoncés. On est aux 2% annoncés quand on met les pensions des militaires dedans. Quand on les retire, on n'est pas du tout aux 2%, on est plus vers 1,5% du PIB. Oui, mais c'est ça. On nous a fait croire en France pendant longtemps, on a dit vous en faites pas, on n'est pas à 5, mais on est à 3, on est les plus gros investisseurs, et on s'aperçoit que pas du tout, comme je viens de le dire, on n'est même pas à 2, si on enlève les pensions et autres, on est à 1, 6 et quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que c'est rien du tout. Alors, c'est vrai que quand on regarde la somme financière en argent, 50 milliards d'euros, je vais dire, les Polonais qui sont à 4,5% de leur PIB, ça ne fait que 40 milliards d'euros. Oui. Donc on voit bien que l'aspect financier compte. Donc le PIB français est supérieur au PIB polonais, évidemment. Donc, mais si on montait à 3,5% déjà, on arriverait à un budget annuel pour notre défense d'environ 90 milliards d'euros. Où est-ce qu'on va trouver ces 40 à 45 milliards d'euros ? Exactement. On a, depuis le début de cette année, on a augmenté notre dette de 40 milliards. Déjà, on était dans une situation désespérée. On dit attention, le FMI peut nous tomber dessus à tout moment. Et on va augmenter de 50 milliards de plus pour la dépense. C'est impossible. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie réforme de l'État. Je pense que l'État doit faire de vraies économies. Oui, il faut repenser tout. Je pense qu'il faut repenser beaucoup de choses. On ne peut pas continuer, enfin la France en tous les cas ne peut pas continuer comme ça, sinon on va dans le mur. Et je vois bien, finalement, en discutant avec mes collègues à Bruxelles, au Parlement européen ou à Strasbourg, que la France est un pays qui pèse et qui compte dans l'Union européenne, évidemment, mais que son endettement lui fait perdre beaucoup de sa crédibilité. Exactement, on perd de plus en plus. Notre image et notre crédibilité diminuent au fur et à mesure de notre dégradation financière. On n'est pas crédible. C'est un état de fait. Et on voit bien que l'influence de la France diminue année après année. Déjà, le départ de l'Afrique. La France pesait vis-à-vis des États-Unis d'Amérique déjà parce qu'elle faisait le job en Afrique. Aujourd'hui, on n'y est plus en Afrique, à part quelques petits endroits. La France ne pèse beaucoup moins que par le passé, et je dois dire que la présidence d'Emmanuel Macron n'a fait que décroître l'influence de la France dans le monde, même s'il laisse paraître qu'il décide, etc. Il est très actif, mais c'est beaucoup de mots et peu d'actes. Ça ne débouche pas sur des actes, sur le bon. De belles paroles, mais pas d'actes. Exactement, il faut faire un constat. Et c'est pour ça que j'ai organisé un séminaire le 2 juillet dernier sur l'architecture de sécurité européenne. Comment doit-elle être cette défense ? Parce que l'OTAN, pour moi, est la première ligne de défense des pays européens. L'OTAN, c'est 32 pays. 9 d'entre eux n'appartiennent pas à l'Union européenne. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, le Canada, je crois l'Islande également, peut-être le Monténégro. Donc on voit bien, est-ce que ces pays-là seraient prêts à s'engager aux côtés des pays européens s'ils étaient attaqués ? Le Canada, je ne crois pas. La Turquie, je ne crois pas. Les USA, je ne crois pas. Donc il est nécessaire de réfléchir à une architecture autonome de sécurité entre pays européens. Pour ça, il faut avoir un état-major, créer un commandant de contrôle qui soit autonome, avec des moyens numériques autonomes. L'Europe aujourd'hui ne dispose pas d'un cloud souverain ou d'un cloud autonome. Non, absolument pas. Tout ce que l'on nous vend aujourd'hui, c'est toujours avec un outil GAFAM, que ce soit Microsoft, que ce soit Google. Donc on voit bien la nécessité d'aller vers ça. Pour moi, il y a 2 aspects européens qui sont absolument indispensables demain si on veut être capable de se défendre par nous-mêmes. C'est l'espace et c'est la data, c'est le numérique, le digital. C'est 2 aspects dans lesquels l'Europe doit investir beaucoup plus qu'elle ne le fait jusqu'à présent, parce que autrement, l'Europe disparaîtra. C'est la phrase d'ailleurs du chancelier Merz qui disait « Europe, lève-toi ou disparaît », ou celle du Premier ministre polonais Donald Tusk qui disait 450 millions d'Européens ne peuvent pas être défendus en permanence par 350 millions d'Américains. Donc oui,
oui, il est vraiment temps, et au-delà de le dire, j'espère que ça va enfin rentrer dans les faits. Et ce séminaire du 2 juillet était particulièrement intéressant parce qu'on a pu voir effectivement les réticences de certains Européens de s'engager résolument vers une défense de l'Europe par eux-mêmes, pour eux-mêmes et surtout par eux-mêmes. Dans ce que tu dis, c'est très important parce que c'est tout un problème, ça fait longtemps qu'on en parle, à un moment de dire, et il faut qu'on ait conscience aussi d'une défense européenne, en définitive, une défense européenne, parce qu'on ne peut pas compter sur une Amérique qui, en plus, veut nous coincer. Hein, donc comment et tu penses qu'on va y arriver? Tu penses tu penses que les États européens aujourd'hui commencent à se poser des questions avec tout ce qui se passe? Il faut dire qu'il y a de quoi se poser quand même des questions sérieuses, mais est-ce qu'ils s'en posent, nos collègues des différents autres pays? Alors, ils s'en posent, bien sûr. Mais de là à franchir le pas, c'est-à-dire presque à franchir le Rubicon, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'on est capable de ne plus dépendre des États-Unis? Ouais. Moi, je trouve que alliance, dans l'esprit de certains, repose trop sur dépendance, alors que dans mon esprit, alliance ne veut pas dire dépendance. On a une alliance entre égaux, dans laquelle chacun, en effet, j'entends ce que dit un Donald Trump, qui pousse l'Europe à se réveiller, mais qui pousse l'Europe à acheter plus américain, finalement. Oui, exactement. À acheter plus de F-35. D'ailleurs, lors du sommet de l'OTAN, les Britanniques ont décidé d'acheter plus 12 F-35. Ouais. Je ne sais pas quand ils seront livrés, mais sans doute pas tout de suite. Même les Suisses qui ont commandé du F-35 se rendent compte aujourd'hui que finalement, le coût initial n'est peut-être plus le même, sans connaître vraiment le coût de l'heure de vol. Il y a un vrai problème en Suisse. Oui, il y avait le prix fixe, le catalogue, et puis a priori... Il y a une campagne en Suisse pour remettre en cause la possibilité d'acheter des F-35. Elle est partie, hein, en disant il nous coûte une fortune, on ne contrôle pas les coûts, et où on va? Souvenons-nous qu'ils avaient choisi le Rafale et qu'il a suffi d'un voyage d'une demi-heure de Joe Biden pour qu'il choisisse le F-35. Exactement. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Est-ce qu'il s'agit de comptes bancaires? Oui, on peut penser qu'il y a eu des moyens de conviction Je ne suis pas complotiste, mais néanmoins, on se pose des questions. On peut se poser la question entre nous, oui. Parce qu'une demi-heure après, le choix a été totalement différent du choix initial. C'est comme d'ailleurs pour les sous-marins australiens AUKUS. Je crains que les Australiens n'aient pas de sous-marins avant un certain nombre d'années. Là, ça y est, maintenant, c'est sûr, ils n'en auront pas. Voilà. Donc, ils se sont fait rouler dans la farine. Ils se sont fait rouler dans la farine. C'est bien pour ça que quand je prends la parole au Parlement européen, face à un Andrius Kubilius, qui est donc le commissaire à la défense et à l'espace, c'est la première fois qu'on a un commissaire à la défense et à l'espace, je lui dis, mais nous sommes en guerre économique contre les États-Unis. Et lui, il veut surtout pas de guerre commerciale avec les États-Unis. Mais pourtant, cette guerre commerciale nous est imposée de manière permanente. Et je reste persuadé d'une chose, c'est qu'un Donald Trump a la même vision sur l'Europe qu'un Vladimir Poutine, au sens où il ne veut pas d'une Europe forte. Et donc, d'un côté, on cherche à diviser l'Europe, ça c'est Donald Trump, et de l'autre côté, on fait peur à l'Europe pour voir comment elle réagit à travers l'attaque en Ukraine, ça c'est Vladimir Poutine. Erdogan vise aussi un peu à diviser l'Europe, parce qu'on voit bien qu'en Europe, la position vis-à-vis des Turcs, autant les Chypriotes et les Grecs sont contre, mais dès lors qu'il s'agit de prendre une résolution pour empêcher la Turquie de ne pas adhérer à l'Union européenne, les gens sont beaucoup plus réticents. Et lorsque moi j'ai voulu voter des amendements sur ce sujet-là, bien sûr j'ai été suivi par mes collègues chypriotes et grecs et d'autres, mais beaucoup disent non, la Turquie, on continue à discuter avec eux. Qu'on discute avec eux, j'entends, mais qu'on imagine une autre forme d'alliance, mais pas qu'ils rejoignent l'Union européenne. Bien sûr. Eux-mêmes jouent double jeu, les Turcs. Depuis longtemps. Hein, leur balance commerciale extérieure a augmenté avec les Russes en dépit des sanctions. Ben oui. Mais ils nous ont remplacés. Hein. Oui, on voit bien la place que prend la Turquie en Syrie, en Libye. Partout. Partout où était ce qu'on appelait l'Empire ottoman. C'est la résurgence des empires. L'Empire du Milieu avec la Chine, l'Empire ottoman, ce qu'a voulu faire l'Iran avec l'Empire perse et ses proxys, Houthis, Hamas ou Hezbollah. L'Empire américain, sans parler d'empire, mais on voit bien la volonté américaine de continuer à dominer le monde, en étant moins présent militairement. Parce que depuis le président Obama, il y a un vrai retrait américain. Souvenons-nous qu'il a refusé, en dépit d'une ligne rouge qu'il avait lui-même édictée sur l'utilisation d'armements chimiques dans la Ghouta en Syrie en 2013. Il a décidé finalement de ne pas aller bombarder la Syrie. Qu'est-il arrivé après ? Les Russes ont proposé
leur aide pour le démantèlement de l'arsenal chimique, puis ensuite la Crimée, puis ensuite le Donbass. Donc le poids militaire des États-Unis, même s'il reste très très puissant et très élevé, il y a un certain retrait américain, évidemment. Ce qui est paradoxal, c'est que, comme tu disais, c'est que d'un côté, Trump annonce 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire un budget colossal. Il y a 3 ans, il était à 800, ouais. 800, donc quand même, c'est pas rien. Et donc c'est énorme, c'est de très loin le plus grand budget de la planète. Mais d'un autre côté, comme tu dis, ils sont pas si forts que ça. Là aussi, il y a un problème. C'est qu'en définitive, ils sont très forts, ils montrent leurs muscles, mais on voit bien que Trump n'est plus un volontaire pour faire la guerre partout. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, d'ailleurs, il a été élu... pour ça, il a été élu contre la guerre. Toute sa base MAGA, Make America Great Again, c'était pour éviter de faire la guerre partout dans le monde. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il l'ait fait finalement en Iran, où il est allé... ils ont fait un bombardement d'une nuit, dans une guerre qui a duré 12 jours. Mais il a fini par accéder à la demande israélienne pour détruire l'arsenal nucléaire iranien, ou tenter de le détruire, parce que les résultats, on ne les connaît pas vraiment, même si j'aurais tendance à croire les Américains et non pas les Iraniens. On n'a pas entendu les Israéliens sur ce dossier encore, savoir ce qu'il en était exactement. De mon point de vue, les Israéliens auraient souhaité aller plus loin. On voit Trump, il intervient, il se laisse convaincre, il intervient, il dit bon, je rase le nucléaire. Et il y a l'appel le lendemain. Donc en définitive, Trump dit aux Israéliens, bon d'accord, je vais intervenir, mais après, puisque j'aurais fait le boulot, on arrête la guerre. Bon. Est-ce que cette guerre, et c'est une vraie question, est-ce que cette guerre, les Israéliens l'ont gagnée avec tout ça? Ah oui, alors... Ils l'ont gagné dans la mesure où ils ont retardé de plusieurs années, selon moi, le programme nucléaire iranien. Là, ils ne l'ont pas gagné, c'est qu'ils auraient souhaité renverser le régime des Mollahs. Ça n'est pas arrivé. Et là ils l'ont déclaré, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas pu. Mais je pense qu'ils ont été retenus par un Donald Trump qui a dit « Je vous aide à la condition qu'après, on arrête cette guerre ». On voit bien qu'on est tous dépendants, finalement, des États-Unis, de près ou de loin. Et il faudrait sortir de cette dépendance, justement. En tous les cas, n'avoir que des dépendances choisies et limiter les dépendances qui sont définitives. Et l'Europe est un tournant. L'Europe, à force d'acheter du F-35, va se lier les mains. À force d'acheter de l'armement américain, va se lier les mains. Et si elle ne se réveille pas, si en termes de data et de numérique, j'ai parlé des clouds tout à l'heure, je parle de l'espace. L'espace est assez impressionnant. Sur les 10 000 satellites opérationnels, 8 000 sont américains. 7 000 appartiennent à Elon Musk. Et quand vous regardez la société d'Elon Musk, elle croît, SpaceX croît en 2018-2019, poussée par Trump, poussée par l'argent de la défense américaine, poussée même par la NASA. Et on voit bien la croissance soudaine et très nette de SpaceX à ce moment-là. Donc il est temps, en effet, que l'Europe se réveille. Alors dans l'espace, l'Europe a quand même quelques succès, comme Galileo, qui fonctionne très bien, comme Copernicus pour l'observation de la Terre, comme Iris-Carré, qui n'est pas encore opérationnel et qui, je l'espère, sera en 2029 pour les communications sécurisées. Ce ne sont pas des communications commerciales, mais des communications sécurisées. Je crois que ça sera 290 satellites environ en basse et moyenne altitude. Donc c'est des domaines dans lesquels l'Europe doit beaucoup plus investir qu'elle ne le fait, au-delà de renforcer son armement, au-delà de, j'allais dire, rationaliser son industrie de défense, qui est, de mon point de vue, beaucoup trop fragmentée, beaucoup trop dispersée. L'Europe, c'est environ 17 types de chars de combat différents, c'est plus d'une dizaine d'avions de chasse différents, c'est plusieurs types de frégates différents, etc., etc. La liste est longue. Il serait sans doute temps de rationaliser ça pour le jour où on intervient sans armée européenne, le jour où on intervient avec un commandement centralisé dans lequel on va trouver des officiers de chacune des nations constituantes cette Union européenne, mais les armées restent nationales et c'est sur la décision du chef de gouvernement ou président de la République que ces armées seraient engagées. Parce que quand on parle d'armée européenne, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que c'est n'importe qui, c'est une présidente ou un président d'une commission qui veut dire j'envoie les soldats se combattre et puis certains vont mourir. Non, la mort d'un soldat, il y a un responsable politique. Pour la France, c'est le président de la République, chef des armées. Pour d'autres, c'est un chef de gouvernement, un chancelier ou autre. Mais ça ne peut pas être une entité qui n'est même pas élue elle-même et
dont les citoyens européens ont du mal à reconnaître, non pas la légitimité, mais si, un peu la légitimité, la légalité est bien là, mais on voit bien la difficulté. Une armée européenne, de mon point de vue, est impossible, et fort heureusement, on gardera des armées souveraines. Oui, justement, parce qu'il ne faut jamais oublier que le traité, alors tous nos traités européens, quand même, n'ont jamais remis en cause le premier traité qui disait bien que la défense était du domaine régalien de chacun des pays. C'est-à-dire que la défense, c'est le pays qui gère. C'est pas l'Europe. Alors, même si Mme von der Leyen, là je voulais te poser la question, donne l'impression de vouloir tout régenter dans ce domaine comme dans d'autres. Est-ce peut-être une fausse impression, hein, donc, non, je ne crois pas que ce soit une fausse impression, malheureusement, Alain. Certains la nomment la Jeanne d'Arc de l'Europe, et elle voudrait... Mon Dieu, on ne peut pas la brûler. Non, ça, je ne dirais pas jusque-là. Mais on voit bien que petit à petit, déjà en nommant un commissaire à la défense, et non pas à l'industrie de défense, mais oui, et à l'espace, moi j'avais milité dans l'hémicycle en disant il faut que ce soit industrie de défense. Bon, ça a été commissaire à la défense. La commission sécurité et défense dont je suis l'un des vice-présidents était une sous-commission. C'est devenu une commission pleine et entière. On voit bien que la défense devient un sujet majeur, et c'est logique, puisque quand on voit cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, il est logique que d'un seul coup on se réveille, on prenne en compte notre défense au lieu de vivre dans le confort sous le parapluie américain. Donc oui, il y a 3 domaines encore qui restent régaliens. C'est la défense, c'est les affaires étrangères, je vais y revenir, et c'est la fiscalité. Voilà. Ça, il faut jamais le reste, on l'a peu ou prou abandonné. Donc quand nos propres hommes politiques, nos propres dirigeants politiques disent à chaque fois c'est la faute de l'Europe, mais qui a donné ça à l'Europe? Oui, c'est nous qui avons abandonné nos domaines de responsabilité. Et la défense, certains aimeraient bien, en effet, que cette défense devienne un bouki-boulga européen dans lequel on ne sait pas très bien qui décide quoi. Donc ça, il faut vraiment préserver ça. Les armées doivent rester souveraines, et l'envoi de soldats en opération reste de la décision d'un gouvernement ou d'un président de la République s'agissant de la France. Les affaires étrangères, c'est assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, les représentants des affaires étrangères de l'Union européenne sont des ambassadeurs ou des ambassadrices. Ça n'était pas le cas auparavant. Et ils tentent à prendre le pas sur notre propre diplomatie. Comme si les pays européens cherchaient à disparaître derrière cette diplomatie au niveau européen. Donc il est impératif que notre diplomatie, et dans le même temps, un Emmanuel Macron dissout le corps diplomatique. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que c'est étonnant. Tu parles de l'affaiblissement par rapport aux diplomates européens, mais on fait tout pour l'encourager, puisqu'on carrément, on dissout le corps diplomatique français. Donc c'est quand même... Et dans le même temps, on pousse l'existence d'un corps diplomatique européen. Eh oui, mais c'est très grave. Parce que là, on repart, bien, et puis passera après, comme tu disais, c'est après pour l'armée, on nous dira, on va avoir une organisation qui va... Eh oui. Jusqu'à présent, on a tout perdu, on n'existe plus. Jusqu'à présent, c'était des ambassadeurs de chaque nation qui étaient le représentant des autres pays de l'UE. Quand un pays ne pouvait pas mettre d'ambassadeur parce que ça coûte cher d'entretenir une ambassade et, j'allais dire, la bureaucratie qui va avec. Et donc, effectivement, c'était soit l'ambassadeur de France, soit l'ambassadeur de Belgique, soit l'ambassadeur d'Allemagne qui représentait l'Europe. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est un peu inquiétant, d'autant qu'on voit que ça ne pèse rien et qu'un Donald Trump, justement, à propos de l'Iran, disant « Non, mais les Iraniens ne veulent pas parler aux Européens, qui servent à rien. » Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais on traite directement. On traite directement, ils nous appellent nous, ils n'appellent pas les Européens. On voit bien que la diplomatie européenne... C'est ce qui s'est passé quand même. Bien sûr. Hein, on voit bien que quand les Israéliens et les Iraniens ont bombardé les Américains, ils ont prévenu en disant attention, on va vous bombarder à telle heure, à tel endroit. On voit que les Américains, quand ils vont en Iran bombarder avec leur B-2, ils préviennent pas les Français et ils passent par la Méditerranée pour pas survoler les territoires européens. Malheureusement, l'Europe ne pèse pas grand-chose. J'ai tendance à dire que l'Europe, c'est un nain qui ne veut pas grandir, ou qui hésite à le faire, ou qui ne veut pas sortir d'une préadolescence. Ou un géant qui veut pas se penser géant, parce qu'on a quand même... Vous avez raison, Claude. Un géant qui ne veut pas se penser géant et qui se voit en version lilliputienne. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que non pas nos opposants, mais nos adversaires au moins économiques,
voire géopolitique, cherche à nous diviser. Alors, ça veut dire qu'il doit y avoir une véritable volonté politique. Cette volonté politique, ça peut être la coalition des volontés, ce qu'on appelle la coalition of willings en anglais. Parce qu'à 27, c'est compliqué de décider. Et cette Union européenne veut en permanence s'élargir. Le nombre de résolutions pour l'élargissement. Mais c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est que un Juncker, l'Allemand, disait, lui qui était responsable de l'augmentation d'une dizaine de pays qui ont rejoint l'UE dans les années début 2000, 2004 je crois, dit « N'allons pas trop vite pour une nouvelle... » Même lui, il disait ça. Oui, il a dit ça très récemment. Ah oui, là, quand même. Oui. Donc ils se rendent compte quand même que ça peut-être c'est peut-être pas la bonne idée tout de suite, ou en tous les cas, il faut revoir la façon dont fonctionne l'Europe. L'Europe était au départ une organisation un peu basée sur la finance, qui contrôle la BCE, finalement, la Banque Centrale Européenne, qui est assez autonome. Ce que je regrette de manière militaire, puisque c'était un peu le but de notre conversation, c'est que cet état-major de l'Union européenne est petit, et il dépend du service de l'action extérieure, donc qui lui-même dépend de Kaja Kallas. Je pense que cet EMUE, il devrait dépendre du Conseil. Non pas de la Commission, mais du Conseil, c'est-à-dire des différents ministres de la Défense de l'Europe. Et ça n'est pas le cas, ce qui serait beaucoup plus logique en soi. C'est-à-dire que ça le montrait à un bon niveau et que ça soit dirigé par un militaire. Aujourd'hui, c'est dirigé par un diplomate, ce SEE. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que l'Europe se réveille en matière d'architecture de défense, architecture de sécurité indispensable au regard des menaces qui pèsent sur l'Europe. Vous parliez tout à l'heure de réfléchir à l'industrie de défense européenne. Vous avez raison, on a 10 styles d'avions de chasse, des chars, et ainsi de suite. Mais comment peut-on penser à rendre un peu plus intelligente cette économie industrielle militaire européenne quand on voit ce qui s'est passé sur le SCAF, sur le char franco-allemand? Donc déjà, à deux, on avait du mal à y arriver. Qui va prendre le lead? Comment ça peut se passer? C'est là la complexité. Et comment on peut y arriver? On peut y arriver de manière à la fois politique et industrielle. On a besoin des deux. On a besoin d'une volonté politique et d'une volonté politique et d'une volonté industrielle. C'est-à-dire que c'est vraiment une marche à deux. Si on compte sur les seuls industriels, bien sûr, mais les industriels, ils vont d'abord voir le profit de l'entreprise, ce qui est logique, et leur intérêt économique. Mais un chef d'État ou un chef de gouvernement, lui, il doit voir plus loin, il doit voir l'intérêt collectif. L'intérêt de son propre pays, et l'intérêt de son propre pays concerne les pays limitrophes, donc concerne les pays de l'Union européenne, concerne les pays du continent. Et c'est là où on doit beaucoup plus travailler ensemble. Que ce soit sur le SCAF. Le SCAF, c'est un échec, c'est fini. Au Bourget, il était dans un coin. On ne savait même pas ce qu'il était. Il y avait une maquette. Donc voilà, tout le monde a compris. Le MGCS, donc le Main Ground Combat System, qui est les Allemands, dans le même temps, ont lancé un autre projet à côté. Les Polonais, j'étais à Varsovie récemment, dans un panel, le général polonais qui est à côté de moi me dit « Mais vous avez eu tort, les Allemands et les Français, de ne pas nous embarquer à bord du projet MGCS. Du coup, on est allé acheter du char sud-coréen. » Donc, c'est vraiment politique, mais aussi industriel. Est-ce qu'on se répartit la charge? Et la France bénéficie d'un atout majeur pour discuter, c'est sa dissuasion nucléaire. Alors, le président Emmanuel Macron a commencé à évoquer ça. Bon, après, ça doit se travailler à bas bruit, évidemment. Et la décision de l'utilisation doit rester dans la tête d'un seul homme, qui est le président de la République française, et non pas à plusieurs, parce que là, déjà, le temps de se réunir et de décider, je pense que la guerre serait finie. Mais c'est un atout majeur dans la main des Européens, qui croient beaucoup dans le parapluie nucléaire américain parce que certains pays disposent de la bombe nucléaire américaine sur leur sol, mais qui ne pourrait être utilisée qu'avec l'aval et l'accord des États-Unis. C'est un système à double clé. C'est-à-dire que les Américains seraient le dernier décideur. Enfin, le président américain serait le dernier des décideurs. Donc, il y a quelque chose à travailler dans ce domaine-là pour dire, non pas que la France prenne la place des États-Unis, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tous les cas, que la France est un pays qui compte dans le dispositif de l'architecture de sécurité et de défense européenne, défense de l'Europe.
Et ça, je trouve que c'est pas suffisant. En tous les cas, ça ne semble pas suffisamment pris en compte et ça devrait l'être beaucoup plus. Vous savez, l'Europe, moi, ça me fait penser à Tanguy. Vous savez, ce film Tanguy, Oui, Tanguy, qui n'ose pas quitter la maison familiale, la maison parentale. Ouais. Et avec le père qui met des pièges partout pour que son fils se blesse et finisse par dire mais c'est pas confortable ici, je m'en vais. C'est un peu ça. Et pourtant, on a Donald Trump qui n'arrête pas de mettre des coups de pied aux fesses des Européens, qui les humilie, mais ils ont du mal à comprendre, les pays européens. L'autonomie stratégique européenne, la France y pense depuis longtemps, Ouais. parce que... Et d'où ça vient? Je remonte un peu en arrière, Alain et Claude. 1956, c'est Suez. Ouais. Qui est à Suez? Les Britanniques et les Français, qui s'imaginent encore en grande puissance. Et se rendent compte d'un seul coup que ça n'est plus eux, les grandes puissances, ce sont les États-Unis et la Russie. Coup de sifflet, fin de partie. Stop, c'est fini. Fin de partie. Ces deux pays, qui sont deux grands pays européens, que font-ils? L'un va choisir la subordination aux États-Unis d'Amérique, et l'autre va choisir une voie différente, qui est celle d'une forme d'indépendance, ou en tous les cas d'autonomie, avec la constitution de sa propre dissuasion nucléaire, et donc qui lui permet de choisir seul. Et 66 sera le coup de grâce, avec le fait que le général de Gaulle décide de quitter le commandement intégré de l'OTAN, tout en restant dans l'OTAN, partie prenante, puisque jusqu'à ce que le président Sarkozy rejoigne le commandement intégré sans rejoindre la partie plan nucléaire, finalement, la France continuait à travailler aux côtés de l'OTAN. Nos marins faisaient l'exercice de l'OTAN, nos aviateurs faisaient l'exercice de l'OTAN, seule l'armée de terre faisait moins d'exercices avec l'OTAN, mais enfin, on s'entraînait avec les nations. On s'entraînait avec les gens de l'OTAN. Évidemment, tous les entraînements que je faisais, moi, avec les Long Range Reconnaissance Patrol, c'était avec des pays de l'OTAN. Donc en fait, on utilisait les mêmes process, les mêmes procédures, les mêmes procédés. Bien sûr. Alors cette évolution de l'OTAN avec cette réunion où le président Trump a pris la parole, on a retenu la partie, on va dire, économique, 5% du matériel américain. Mais est-ce qu'il y a eu une discussion stratégique, une vision stratégique sur l'OTAN pour les 3, 4, 5 prochaines années? Parce que c'est bien beau de dire 5%, mais à quoi ça sert? C'est la vraie question. Se réarmer, oui, pour être plus dissuasif que nous le sommes. Évidemment, l'Europe ne pèse pas aujourd'hui dans le concert des nations. Il faut se souvenir de cette phrase du chancelier Bismarck qui disait la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Ou alors Al Capone qui disait on obtient plus de choses avec un pistolet que sans. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça veut bien dire que l'Europe ne pèse pas suffisamment de manière militaire, non pas pour attaquer, mais pour être dissuasif et peser dans la balance. On sait que l'Europe, les pays européens ne rigolent pas quand on dit ça, et quand ils veulent s'imposent parce qu'on sait qu'ils sont capables de faire, et ils ont les moyens de le faire. Mais parfois, il faut accepter de le faire. Et c'est ça la grande difficulté. Qui est en mesure d'aller envoyer ses soldats se battre pour faire respecter le droit international? On parle de droit international, de le faire respecter. D'abord, on n'entend plus parler de l'ONU. Qui entend parler encore de l'ONU? Plus personne. C'est fini, ça c'est clair. C'est comme la Société des Nations à l'époque, mais l'ONU, on en parle, mais n'existe plus. Donc qui peut... Parce qu'on parle de droit international, les Israéliens n'ont pas respecté le droit international, etc., etc. Un tel n'a pas respecté le droit international. Qui est là pour faire respecter le droit international? Le Conseil de sécurité, mais le Conseil de sécurité, on voit bien aujourd'hui... Il est neutralisé. Il est neutralisé. Donc, si on veut peser, c'est bien beau de prendre la parole et de dire « je sanctionne, je m'élève contre », mais ça reste des mots. Au-delà des mots, il serait écouté si on savait ce dont étaient capables les pays européens. Or, on ne le sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Quelle est la seule armée capable d'intervenir aujourd'hui de manière autonome? Finalement, c'est l'armée française. Et on doit rendre grâce aux chefs militaires successifs d'avoir permis ça. Et j'allais dire au choix politique aussi, d'avoir permis de maintenir une armée opérationnelle aguerrie et entraînée. Même si, on peut le regretter, elle n'a pas assez de masse au sens nombre de chars, d'avions, de bateaux. C'est en ça où il est nécessaire de réfléchir à notre architecture de défense au niveau de l'Union européenne pour la défense de l'Europe et pour peser dans le concert des nations. Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'Europe ne pèse plus. Ces 5%, c'est une bonne chose quand même que le patron, parce qu'il y a un patron, dise ça va peut-être nous pousser. Alors, nous, on n'a pas d'argent, mais ça peut aider à la réflexion, à peut-être réorienter. Quelques milliards, on peut rêver, hein, mais j'ai l'impression, encore une fois, qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, de vision. Il y a un début de prise de conscience, me semble-t-il,
de la nécessité de se réarmer. Au-delà des quand on parle des 5%, il y a une certaine hypocrisie. Les pays européens ont dit oui, on va le faire, mais en fait, beaucoup ne le feront pas. On se souvient, en 2017, ça devait être 2%. Beaucoup ne l'ont pas fait, ou alors avec difficulté. Je crois qu'il y a 10 pays sur les 27 de l'UE qui sont à plus de 2%. D'accord. Donc c'est quand même peu. Se réarmer, j'allais dire, c'est bien, mais au-delà d'avoir plein d'armes et plein de missions, c'est très bien. Comment est-on organisé ? Quels hommes mettons derrière ? Parce qu'on ne parle pas d'une question fondamentale, qui est la démographie. L'armée polonaise, par exemple, qui veut être la première armée européenne, l'armée polonaise, aujourd'hui, les armées polonaises, c'est 143 000 hommes. Je crois qu'ils ont également 30 000 réservistes et puis 30 000 gardes nationaux. Bon. Mais la Pologne, elle perd 200 000 actifs par an. Donc la population vieillit. L'Allemagne, ça sera un peu pareil. La France, on n'en est pas encore là. Le problème démographique, c'est qui mettons comme équipage de chars, de bateaux, d'avions, comme artilleurs, parce que l'arme, c'est bien. Alors on peut penser, oui, mais il y aura des drones et on n'aura que quelques hommes pour les manipuler. Non. À la fin des fins, c'est un homme qui tient le terrain. Ça ne sera pas un fantassin. Ça ne sera pas un robot. D'abord, aujourd'hui, avec la capacité de gérer les données, c'est pour ça que le cloud dont je parlais tout à l'heure est absolument indispensable, la capacité à coder est absolument indispensable, parce que ça ne sera que de la data. Et ce n'est pas la data qui va permettre de tenir le terrain. À la fin, il y a toujours un fantassin dans un trou qui tient le terrain et qui tire sur celui qui voudrait prendre sa place. Donc la démographie est un sujet dont on ne parle pas et vis-à-vis duquel on fait un espèce de déni, parce qu'il faut des soldats, il faut des équipages, avec des matériels de plus en plus sophistiqués, qui demandent un temps d'adaptation, un temps de préparation, de formation, avant d'être efficaces. Et on voit bien que, par exemple, les artilleurs ukrainiens n'utilisent pas le canon César, dont on a beaucoup parlé, avec toutes les capacités du dit canon César, parce que c'est parfois trop sophistiqué. Il faut de l'armement sans doute peut-être moins sophistiqué, mais plus robuste, en plus grand nombre. Alors, ça se fera pas grâce aux 5%. Les 5%, ça me paraît un vœu pieux, un objectif sans doute. Mais là où vous avez raison, Claude, c'est quelle Europe veut-on en 2050 ? Quelle Europe veut-on en 2100 ? L'Europe en 2050, il y aura moins d'Américains volontaires pour défendre l'Europe, pour une bonne raison. C'est qu'en 2050, seulement 45% de la population américaine sera d'origine européenne. C'est-à-dire qu'il y a une bascule d'origine. Enfin, la population sera originaire d'autres parties du monde, mais plus majoritairement d'Europe. Hispanique, asiatique. Exactement. Et or, en 1944, quand les soldats américains débarquent sur les plages d'Omaha Beach et Utah Beach, beaucoup ont des grands-pères, voire des pères qui sont irlandais, italiens, français, britanniques, anglais. C'est plus le cas. Ou beaucoup moins le cas. Il y a, depuis 1945, il y a presque 3 générations qui sont passées. Donc, tout ça s'éloigne. Tout ce rapport à l'Europe s'éloigne. Et il est temps que les Européens se rendent compte de cet état de fait. C'est-à-dire que, oui, on va se retrouver seuls. Et c'est bien de réfléchir avant, plutôt que de dire un jour, ah ben on est tout seul, et puis le roi est nu. Et le roi nu, il disparaît. Alors, vous parliez de démographie pour l'OTAN, pas les pays de l'OTAN. Mais imaginons, parce qu'à un moment, l'OTAN s'est créée face à l'Union soviétique. On peut considérer que maintenant, ça peut être face à un pays de l'Est, la Russie. Mais la Russie aussi a des problèmes de démographie. Donc, l'ennemi n'est peut-être plus la Russie. Enfin, bien sûr. La Russie, c'est 140 millions d'habitants, avec une démographie en baisse. L'Ukraine a une démographie qui est encore plus en baisse que la démographie russe, puisqu'aujourd'hui, selon les dires du gouvernement ukrainien, il ne serait plus que 30 millions d'Ukrainiens habitant l'Ukraine, alors qu'ils étaient 41, 42 au début de la guerre en 2022. Ils étaient, je crois, 50 millions au moment de l'indépendance en 1991. Donc on voit bien la baisse démographique, avec beaucoup d'Ukrainiens qui ne reviendront pas en Ukraine après la fin de la guerre, parce qu'ils se diront, on ne va pas se mettre à côté d'un pays qui pourrait nous rattaquer demain, qui s'appelle la Russie. Et finalement, ils se sont implantés ailleurs. En 3 ans, on s'implante. Les enfants sont allés dans les écoles du pays accueillant. On parle la langue, etc. etc. Mais
la démographie est une science exacte. En 2050, un homme sur 4 sera africain. En 2100, si on croit les courbes, et en général, elles ne se trompent pas beaucoup, un homme, parce que ça prend du temps, ça prend plusieurs générations, en 2100, un homme sur 2 sera africain. Et c'est là où c'est un autre sujet d'importance, selon moi, c'est le rapport de l'Europe avec l'Afrique. On ne parle pas d'Afrique. Et je vois bien au Parlement européen, le sujet porté par les pays baltes, porté par les anciens pays Varsovie, c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie. Mais l'Europe, c'est un continent puissant, au sens richesse, au sens talent, au sens innovation, etc., etc. Face à une Afrique qui devient de plus en plus nombreuse et dans laquelle le taux de chômage est très important. Je crois que la moyenne d'âge au Niger, c'est 17 ans. 17 ans. C'est-à-dire, on imagine la population, et avec peu d'entreprises. Et en RDC, la population va doubler en 20 ans. Non, mais c'est là où il faut vraiment prendre conscience de cela, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que l'Union européenne travaille avec l'Union africaine pour faire en sorte que l'Union africaine fasse tout pour garder sa population sur place, fasse tout pour développer une économie sur place, plutôt que de donner de l'argent à l'Union africaine sans voir où va cet argent, si ce n'est pour corrompre un certain nombre de personnes, voire se mettre dans la poche d'un certain nombre de chefs d'État, parce que la corruption y est endémique, parce qu'il y a un islamisme terroriste qui avance, et on le voit bien dans un certain nombre de pays africains. C'est un défi pour l'Europe de retrouver des liens avec cette Union africaine, avec ces pays africains, pour empêcher cette immigration qui désole tout le monde, avec malheureusement beaucoup de gens qui se noient en mer, avec des conditions de vie pour ceux qui arrivent qui sont déplorables et très difficiles, avec des talents qui quittent l'Afrique alors que l'Afrique aurait mérité de les conserver et en aurait eu besoin. Voilà. Donc ça reste un vrai sujet d'importance, cette relation UE-UA. Il y a bien sûr la menace russe, il y a bien sûr la Turquie, il y a bien sûr la menace iranienne. On oublie la menace iranienne, on dit bon là, l'Iran c'est fini. Non, l'Iran a porté le fer sur notre sol. L'Iran, dans les années 80, 85, 86, a occasionné un certain nombre d'attentats terroristes en France, avec plusieurs morts et plusieurs centaines de blessés. Et a commandité d'autres attentats, des enlèvements de ces d'Iraniens, de ces ressortissants, et qui ensuite sont pendus sur le sol, en Iran. Donc oui, c'est une menace. Voilà, les menaces sont nombreuses. Il est temps que les Européens se réveillent et prennent en main leur propre défense. Alors vous avez parlé d'un certain nombre de menaces. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Chine et quel serait le rôle de l'OTAN si jamais il y avait un conflit ouvert? La Chine s'est recentrée quand même. L'OTAN s'est recentrée par rapport à la Chine. On n'en parle plus, là, pour le moment. Donc on reste en Europe. La Chine veut être la première puissance économique et militaire au monde en 2049 pour fêter les 100 ans de la République populaire de Chine, de la création de la République populaire de Chine. Pour ça, il y a Taïwan dans le viseur. Il y a la volonté également économique à travers l'achat de ports au travers du monde. Alors bien sûr, il y a l'implantation militaire à Djibouti. Ils ont acheté un port en Guinée, dans le golfe de Guinée. Ils ont acheté des ports en Amérique du Sud, centrale plutôt. Donc on voit cette volonté de route de la soie maritime pour s'imposer économiquement parlant. C'est pas un pays expansionniste au sens où européens on l'a été, où les Américains l'ont sans doute été. Mais ça n'est pas le cas de la Chine, de mon point de vue. Alors on va dire Taïwan, mais Taïwan, eux considèrent que c'est la Chine. Et de fait, Chiang Kai-shek, ces réfugiés-là, c'était chinois. La Chine, sur le fond, alors aujourd'hui, c'est indépendant. Je soutiens les Taïwanais, bien évidemment. Mais ça reste et je ne suis pas certain, ça reste un point d'achoppement, et je ne suis pas certain que demain, les Américains interviendraient pour... on peut, dans le cadre d'une négociation... Je n'en sais rien, alors évidemment, je ne sais pas ce que vont dire vos auditeurs, ils vont dire « Ah là là », mais c'est une question qui se pose. Et il vaut mieux se poser la question avant que trop tard. On a bien couvert le monde, parce qu'on est parti de l'Europe, l'évolution de l'Europe, et puis
Puis en définitive, on est sur la politique mondiale de l'Europe et de la France sur les 30 prochaines années. C'est pas mal. C'est parce que vous nous y emmenez, Alain et Claude. Non, mais c'est bien, parce que je crois que c'est effectivement, il faut penser. Il ne faut pas qu'on reste uniquement sur des objectifs, en définitive, sur lesquels on est focalisé aujourd'hui, mais qui ne sont que des objectifs restreints. L'Ukraine, c'est affreux, c'est une guerre épouvantable et tout, mais enfin, l'Europe, il n'y a pas que l'Ukraine pour l'Europe, dans le but de l'Europe du futur. Non. Bon, il n'y a pas non plus d'ailleurs que le Moyen-Orient tel qu'il est aujourd'hui. Tout est en train de bouger, et moi je partage tout à fait ce que tu viens de dire. L'Afrique est essentielle. Nous avons, les Français, on avait une position qu'on a perdue. Il faut qu'on voit comment nous, et puis l'Europe d'ailleurs tout entière, doit faire pour améliorer les relations et les possibilités que nous avons de travailler avec eux. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du Proche et Moyen-Orient, et d'Israël, de Gaza et de l'Iran. Enfin, sur l'Iran, on en a parlé, mais pour Israël, ce qui se passe est existentiel. C'est-à-dire que Yahya Sinwar, le 7 octobre 2023, ne savait absolument pas ce qu'il déclenchait. Enfin, je ne sais pas s'il l'a imaginé. Non, je pense qu'il n'avait pas réfléchi. Mais quand on regarde les conséquences, c'est quand même le Hezbollah décapité. C'est quand même un Hamas réduit, qui existe toujours, mais quand même très très réduit en capacité de nuisance. C'est des Houthis aussi, dont on parle beaucoup moins. C'est Bachar el-Assad qui est tombé. C'est Bachar el-Assad qui est tombé. C'est le programme nucléaire iranien qui a quand même été bien ralenti. Un certain nombre de leaders iraniens qui ont tous été éliminés à tour de rôle, et certains même à peine désignés, boum, étaient éliminés le lendemain. Preuve de la qualité du renseignement israélien, preuve de la qualité d'un renseignement d'un pays qui est en guerre depuis sa création. Ce que m'ont dit certains Israéliens, c'est qu'eux jouent la survie d'un pays. C'est la survie de leur État, c'est pas la même chose. Et j'ai trouvé une analyse intéressante qui disait qu'en réalité, la solution à deux États, dont tout le monde pense que c'est une bonne solution, en réalité, ce sont les pays arabes qui n'en veulent pas, parce que ça serait de facto reconnaître Israël. Et c'est vrai que quand on analyse ça de cette manière-là, de l'autre côté, on se dit c'est peut-être pas si faux que cela. Et quand on voit tout l'argent qui a été donné aux Palestiniens pour créer un pays, j'allais dire, vivable, avec des conditions tout à fait vivables et confortables pour chacun des citoyens gazaouis, et voire ailleurs, et qui ont transformé ça en tunnels et en achat d'armement, avec une seule volonté, c'est de détruire Israël. Et en ça, quand on est israélien, on se dit, mais moi je veux vivre, je veux survivre, enfin je veux que mes enfants vivent dans des conditions sécuritaires. Le sondage sur la population israélienne par rapport au bombardement, j'allais dire, contre l'arsenal nucléaire iranien, en dépit des morts et des blessés et des immeubles détruits, les Israéliens soutenaient majoritairement, largement majoritairement Netanyahou. Mais il n'y a pas de doute, là il n'y a pas de doute. Parce qu'il y a cette notion de survie, et certains interrogés dans la télévision disaient, mais moi ce que je veux, c'est qu'on n'ait plus de menaces, qu'on ne soit plus obligé qu'il n'y ait plus d'alerte de sirène, et qu'on ne soit plus obligé d'aller dans les abris. C'est ça, l'état d'esprit israélien. C'est clair pour eux, oui. Écoutez, merci. Voilà. On apprend toujours beaucoup de choses. Le général Gomard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'aspect militaire, la dimension militaire, bien évidemment, mais vous rajoutez, et là vous l'avez fait très précisément, une brique politique. Et donc on a encore peut-être plusieurs émissions à faire. Je reviens volontiers. Parce que c'est le devenir de la paix en Europe et dans le monde. Exactement. Les gens pensent qu'on veut la guerre, mais on ne veut pas du tout la guerre. Et il faut toujours, on répète à satiété cette phrase « qui veut la paix prépare la guerre ». Mais c'est vrai, c'est vrai. Et il faut être prêt à la faire si on ne veut pas la faire. Écoutez, je vous donne rendez-vous certainement avec une prochaine émission avec le général Gomard, Christophe Gomard, député européen, sur Open Box TV, tous les vendredis à 17h. Merci, au revoir.